le professeur Forisson a diffusé le message suivant. Dans sa vidéo du 21 août, Vincent Renoir reproche à Jean-Marie Le Pen d'avoir été, de 1987 à 2015, trop prudent lors de ses déclarations répétées sur le sujet des chambres à gaz nazies. Le reproche me semble justifié et la démonstration est convaincante. Le Pen, dont les moyens matériels étaient importants, aurait pu hardiment franchir le Rubicon au lieu de multiplier les dérobades. Puisqu'en septembre 1987, il disait n'avoir, pour sa part, jamais vu de chambre à gaz et n'avoir pas étudié le sujet, il aurait dû par la suite aller examiner, par exemple, près de Strasbourg, la chambre à gaz du Struthof ou, en Pologne, celle d'Auschwitz I. Puis, se renseignant sur l'état des recherches en la matière, il aurait appris qu'il existait une controverse dans l'un et l'autre cas. Face à une version orthodoxe selon laquelle ces deux chambres auraient été d'authentiques abattoirs homicides qui auraient fonctionné comme tels, il se trouvait des chercheurs accrédités pour exprimer des doutes ou bien encore pour conclure dans un sens totalement opposé à la version officielle et à la croyance générale. Dans le cas du Struthof, le 1er décembre 1945, le professeur René Fabre, doyen de la faculté de pharmacie de Paris, chargé d'une expertise médico-légale de la scène du crime et de l'arme du crime, ainsi que de l'analyse de cadavres de supposés gazés, avait conclu négativement. Jean-Claude Pressac l'a honnêtement admis dans un ouvrage publié à New York en anglais par la Beat Klarsfeld Foundation. Sans nommer pour autant le professeur Fabre, il a écrit à 3 reprises que les résultats auxquels ce dernier était parvenu avaient été négatifs. Dans le cas d'Auschwitz I, la chambre à gaz qu'on visitait et que visitent religieusement des millions de bonnes gens est tenue pour une supercherie par des auteurs parfaitement orthodoxes comme l'historien Éric Conan, lequel a écrit « Tout y est faux ». À la fin des années 1970, Robert Forisson exploita d'autant mieux ces falsifications que les responsables du musée rechignaient alors à les reconnaître. Poursuivant alors son enquête ou chargeant l'un des siens de ce travail, il serait allé de surprise en surprise. Il aurait compris que Vincent Renoir et ses pareils, ne se contentant pas d'être simplement courageux, ont accepté de tout sacrifier à la recherche de l'exactitude en ce qui concerne l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il aurait à son tour franchi le Rubicon. Il serait passé à la postérité pour avoir cautionné et stimulé un débat nécessaire et il aurait donné son nom à une cause qui, tôt ou tard, s'imposera contre la force injuste de la loi, une cause qui, loin d'être inspirée par une quelconque haine, est à l'honneur de l'homme. Au lieu de quoi, il est à craindre que le nom de Jean-Marie Le Pen reste dans l'histoire comme celui d'un politicien à courte vue dont l'existence s'est terminée sur une incroyable opération gâchée. À la suite de la mésaventure du professeur René Fabre, il ne s'est plus trouvé en France, comme à l'étranger, aucun tribunal pour ordonner une enquête médico-légale concernant une quelconque chambre à gaz ou des ruines de chambres à gaz. Les tribunaux ont alors, en fait, observé 2 principes établis dès 1945 par les articles 19 et 21 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg. L'article 19 prononçait en son début « Le tribunal ne sera pas lié par les règles techniques relatives à l'administration des preuves ». Quant à l'article 21, il décrétait également, dans sa première phrase, « Le tribunal n'exigera pas que soit rapportée la preuve de faits de notoriété publique, mais les tiendra pour acquis ». Quant aux ouvrages les plus érudits portant sur le Struthof, aucun d'entre eux ne mentionne les conclusions auxquelles est parvenu le professeur Fabre. Le rapport du professeur a lui-même disparu des archives de la gendarmerie et de la justice militaire, entreposées à Meaux. Mais ces conclusions nous sont connues grâce au contenu d'une pièce signée de 3 médecins, les docteurs Simonin, Piedelièvre et Fourcade, carton 1, pièce 87. Personnellement, je recommande aux Français d'aller visiter le camp du Struthof, et plus particulièrement le bâtiment du crématoire. Là, je leur recommande de ne pas suivre le sens de la visite désignée par la flèche à gauche, mais d'aller derrière le four. Ils y verront un système de tuyauterie qui arrive et qui part d'un gros ballon d'eau chaude. Et en regardant par une petite fenêtre, ils verront une salle avec des douches. Une chambre à gaz? Non, il s'agissait d'une véritable salle de douche pour les détenus. Dans son témoignage, un ancien déporté le confirme.
Dans cet autre témoignage sur le camp, l'auteur précise que l'eau des douches était chauffée par le four crématoire. À une époque où tout était contingenté, les Allemands récupéraient donc la chaleur du four afin de chauffer l'eau destinée à laver les déportés. La réalité du Struthof permet de comprendre pourquoi à Auschwitz-Birkenau, les Allemands aménagèrent ou projetèrent parfois d'aménager des douches et des chambres de désinfection supplémentaires, notamment dans les crématoires 4 et 5. Il n'y a là rien de surprenant. Y voir des chambres à gaz est une erreur. Ces femmes nues, prises en 1944 par la résistance polonaise près du Créma 5, n'allaient donc pas à la chambre à gaz, mais à la douche. Revenons toutefois au Struthof. D'après la Vulgate officielle, une chambre à gaz aurait été aménagée dans un local extérieur au camp. Elle aurait servi à gazer environ 80 juives afin d'obtenir une collection de squelettes. Interrogé le 26 avril 1945, l'ancien commandant du Struthof, Kramer, affirma qu'il avait perpétré le gazage des victimes à l'aide de sel cyanhydrique que lui aurait donné le professeur Hirt. À ces sels, il aurait ajouté de l'eau pour obtenir un dégagement d'acide cyanhydrique. L'acide cyanhydrique étant la substance qui aurait été aussi utilisée dans les prétendues chambres à gaz d'Auschwitz, les aveux de l'ancien commandant du camp du Struthof viendraient confirmer la réalité des gazages homicides. Seulement, outre le fait qu'à Auschwitz, les Allemands auraient utilisé du Zyklon B, ce qui est sans rapport avec les sels cyanhydriques en poudre, les aveux de Kramer sont incroyables pour une raison simple. Voici le système qui aurait été utilisé pour gazer. Kramer aurait d'abord versé les sels cyanhydriques en poudre dans l'entonnoir afin qu'ils tombent dans la petite cuvette au sol. Puis il aurait ensuite versé une certaine quantité d'eau afin d'obtenir le dégagement de gaz. Dans l'ouvrage Chambre à gaz secret d'État, on trouve un texte dans lequel Georges Wellers souligne qu'un manuel courant de chimie permet de se convaincre que la réaction chimique faite par Kramer était possible. De l'eau sur un sel cyanhydrique donne de l'acide cyanhydrique. L'ennui est que si la réaction est chimiquement possible, l'acide cyanhydrique formé est très soluble dans l'eau. Cela signifie que loin de se dégager dans l'atmosphère pour asphyxier les gens, il va au contraire rester dans l'eau et n'intoxiquer personne. À l'écran, une fiche technique sur les composés cyanurés. On nous dit que l'acide cyanhydrique de formule HCl est hautement soluble dans l'eau. Cette autre fiche confirme. On peut dissoudre jusqu'à 1 kg de gaz dans 1 litre d'eau. Naturellement, une petite quantité de gaz s'échappera tout de même de l'eau pour rentrer dans l'atmosphère. Mais combien faudrait-il verser d'eau pour parvenir à des doses mortelles? Pierre Marais a effectué le calcul. Il aurait fallu verser 330 tonnes d'eau, c'est-à-dire 330 000 litres. Finalement, l'ingénieur chimiste Germar Rudolph déclare qu'avec une telle méthode, il aurait fallu ajouter tant d'eau que les victimes seraient mortes noyées avant d'être asphyxiées par le gaz. Oui, de 1987 au vote de la loi Guessot en 1990, Jean-Marie Le Pen aurait eu la possibilité, par une étude sérieuse du dossier, puis par une prise de position courageuse, de provoquer ce débat public que le professeur Forisson réclamait. Maintenant qu'il n'a plus rien à perdre, M. Le Pen franchira-t-il le Rubicon ? Ou perdra-t-il son temps à vouloir réintégrer un parti qui n'est plus le sien et où une écrasante majorité des militants ne veulent plus de lui? Nicolas B lui a demandé de démissionner et de ne pas engager une guérilla juridique. Maintenant que Jean-Marie Le Pen est exclu, je lui lance le même appel. Monsieur Le Pen, ne perdez pas votre énergie et votre temps dans un vain combat juridique. Maintenant que vous êtes un homme libre, totalement libre, allez jusqu'au bout, franchissez le Rubicon. Monsieur Le Pen, dites tout haut ce que vous avez toujours pensé tout bas. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bonsoir.